Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, à distance pendant une petite dizaine voilà, il y aura un petit. Mais vous êtes là, fidèle au poste. Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous ce matin. Alors quand on vous a invité, quand on a choisi de vous programmer, il y a quelques semaines de cela, on n'imaginait pas à quel point votre livre ferait écho. Votre livre qui s'intitule 1938, donc un an avant la guerre. L'œil du cyclone. L'œil du cyclone ferait écho à ce que nous vivons depuis 3 jours. C'est paru aux éditions XO. C'est un livre formidable, vraiment formidable, et vous allez voir, on va en parler avec vous Frédéric Mitterrand, comment les points communs qu'il y a avec aujourd'hui, ça se passe sur 3 jours, et vous allez voir le déni, enfin les mêmes réactions qu'on peut voir aujourd'hui de nos dirigeants. D'ailleurs, il y a un article dans le Figaro ce matin, c'est vous qui me l'avez montré, et ça m'avait échappé, de Nicolas Bavrez qui dit: nous sommes en 1938. Alors vous allez nous expliquer à quel point cette année a été charnière et dit beaucoup de choses de la suite comment l'actualité se percute. Absolument. Alors Gilles, finalement on refait les mêmes erreurs, c'est ça qui est un peu triste finalement. Oui, Gilles, la question du jour, elle est évidemment en lien avec l'actualité. Alors, toute l'Europe a décidé, vous savez, de bannir cette chaîne Russia Today, qui est une chaîne qui appartient au pouvoir russe. Et tout le monde se demande si on doit interdire cette chaîne, est-ce qu'il faut la bannir, cette diffusion en Europe, et puis également de Sputnik. Et pour l'instant, vous êtes non à répondre sur notre compte Twitter de Sud Radio à 90%, et oui à 10%, mais vous pouvez continuer à aller voter. Et puis peut-être, il ne faut faire qu'une suspension le temps que cette guerre en Ukraine se finisse. Alors vous nous aviez passé dans le zapping des extraits, c'est vrai, qui étaient quand même pas très loin de la propagande, mais certains nous diront que nous aussi faisons de la propagande quand nous soutenons les Ukrainiens. Donc oui, mais là, elle appartient vraiment. Oui, elle appartient à la débat, Russie. Valérie, c'est que la chaîne, elle appartient à la Russie, à Vladimir Poutine, et qu'on est en temps de guerre. C'est-à-dire qu'on serait en temps de paix, ça serait pas la même chose par rapport aux médias. Les médias ont changé en France en 38. On pourra en parler avec Frédéric Mitterrand. Allez, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Alors Valérie, ce matin, j'avais envie de vous faire partager des moments de guerre que l'on a pu voir grâce aux envoyés spéciaux encore français comme Michel Scott. Et pour TF1, il nous a emmenés dans un étonnant endroit, un bunker, Valérie, où s'entassent tous les Ukrainiens. C'est comme si les 100 000 habitants de Sévérodonetsk avaient disparu. Les rues sont vides. Seuls les derniers défenseurs de la ville sont présents au carrefour. Et puis, au détour d'un immeuble, un groupe de civils apparaît. En nous approchant, nous sommes mal reçus. Qui êtes-vous? Vous venez d'où? Tirez-vous d'ici, vite! Confusion, on nous prend pour des Russes. Il faut expliquer que les couleurs du micro sont celles de la télévision française. Les visages s'éclairent alors. Venez, on va vous montrer quelque chose. Nous descendons au sous-sol de ce qui est en fait une école. Et là, nous découvrons ceci. Une foule rassemblée, toute une communauté, des gens se serrant les uns contre les autres à l'abri des bombes. Des couloirs interminables, des pièces remplies de familles installées là, avec leurs bagages, les effets de leur vie quotidienne. Frédéric Mitterrand, Oui. vous suivez l'actualité sur les chaînes d'information. Oui, tout le temps. En entendant le commentaire de Michel Scott, on a l'impression d'être plongé on est en replongé. 40. Oui, on est replongé tout à fait dans le passé. L'histoire ne se répète pas, mais malgré tout, si. Ouais. Et c'est très très frappant de voir, et ce que vous avez dit tout à l'heure est exact, c'est-à-dire que en 38 comme en 2022, il y a une part de déni, de méconnaissance, de fausses informations, de névrose qu'on le retrouve. Et alors ce qui, moi, me fascine notamment, c'est à quel point Poutine vit dans une sorte de refoulé du nazisme. Il ne faut pas oublier qu'il a été agent du KGB en Allemagne de l'Est.
dans les années 50 et 60. Jusqu'à l'âge de 40 ans, en fait. Oui, et que quand il dit que l'Ukraine est un refuge de nazis, quand il parle du génocide exercé sur le Donbass, c'était exactement les arguments que Hitler utilisait à propos des Sudètes et à propos de la Pologne. Et donc il y a quelque chose, il y a une espèce de refoulé fatal dans son esprit qui est tout à fait extraordinaire. En fond, il se trompe de guerre. Il se trompe de guerre, mais malheureusement, il l'a fait. Ouais. Donc, voilà. Et puis, en ce qui concerne l'attitude des Occidentaux, le déni avant, la prise de conscience maintenant, quand même. Ouais. On peut pas le nier. Il y a une énigme pour moi, c'est Gerhard Schröder qui reste à Moscou. Il doit penser qu'il va jouer les intermédiaires, mais peut-être ça. Il reste près de son argent. Oui, mais son argent vaut moins cher maintenant. C'est sûr que ça risque d'être plus compliqué. En revanche, François Fillon, lui, a décidé de partir. Il a bien fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin de ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir être utiles. Qui vont pouvoir. Et alors, je raconte ça dans 38. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Dans le livre, vous avez ça. Ceux qui, il y a toutes les. Il y a exactement la même chose. Toutes les palettes. Ouais. Alors, il y a ceux qui sont intelligents, qui sont lucides, ceux qui pensent qu'ils vont gagner du temps. Comme Daladier par exemple, qui a été jugé très sévèrement par l'histoire, mais qui n'était au fond pas un homme vil, hein, qui était un homme qui se trompait, mais c'était pas un homme vil. Et il pensait qu'il allait gagner du temps. Ouais. Il y a ceux qui sont complètement passés de l'autre côté, comme le ministre des Affaires étrangères français qui était Bonnet. Et puis, il faut bien reconnaître que il y a toute la société française, alors qui s'amuse, Tino Rossi, l'apéro, et en même temps, une angoisse. Il y a une angoisse qui est là, il y a la peur, et puis, mais on va en reparler. On finit le zapping de Gilles et on continue, on vous écouterait pendant des heures. Gilles. Et oui, et j'ai plein de questions en plus. Ouais. Vous avez vu quand même l'ironie du sort du micro de TF1 qui est bleu et rouge comme le drapeau russe. Donc, du coup, ils réfléchissent évidemment à modifier leur micro par rapport à ça. Alors, continuez. Et puis, il y a ceux qui attendent la peur au ventre et ceux qui combattent, comme l'a aussi constaté un autre correspondant de TF1 qui a pu filmer les combats de rue entre les Ukrainiens et les Russes. Scène de guérilla urbaine ce matin dans les rues de Kharkiv. Résistance des soldats ukrainiens face aux troupes russes qui sont entrées dans la ville quelques heures plus tôt. Les voici filmés au petit matin. Une arrivée presque silencieuse au seul son saccadé de la respiration anonyme d'un habitant retranché derrière ses persiennes. Des troupes à pied, protégées par des blindés légers qui progressent lentement. Et d'autres encore. Ouais. Et puis Valérie, il y a les Français de Kiev qui n'ont pas pu être rapatriés, coincés dans cette guerre, comme David Foss qui témoignait sur CNews en direct. Nuit difficile, difficile de trouver le sommeil. On est resté dans l'abri en fait cette nuit parce qu'on avait les consignes de rester abrité. On a interdiction de sortir entre guillemets, c'est-à-dire qu'on nous déconseille vraiment de sortir dans la rue. On avait éventuellement une opportunité de prendre le train aujourd'hui pour essayer de se diriger en direction de la Roumanie, mais le voyage va être trop long. Il y a 16 heures de train. La situation est complètement imprévisible. On est avec des enfants, donc on peut potentiellement se mettre dans une situation encore plus difficile que dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ouais. Et puis il y a ceux qui se réfugient en Pologne, évidemment. Et puis une fois passés, une fois protégés, leurs femmes, leurs enfants, et ben ces Ukrainiens, ils refranchissent la frontière dans l'autre sens pour aller se battre. Je vais aller en Ukraine pour rejoindre les forces armées ukrainiennes et pour défendre mon pays. Notre pays est dans la situation où si tout le monde part, personne ne pourra le défendre. C'est pour ça que j'y vais aujourd'hui. J'ai de la famille dans la partie occidentale de l'Ukraine, ma femme et mes 4 fils, ma belle-mère et mon père également. J'ai de l'espoir, c'est toujours en moi, mais c'est important de dire que je ne vais pas là-bas pour combattre des Russes parce qu'ils sont Russes. Je veux combattre pour protéger mon pays.
Et puis pour finir, et puis parce que c'est notre invité aussi, Frédéric Mitterrand, il fallait un peu parler cinéma et des Césars, de la cérémonie qui a lieu vendredi soir. Alors j'ai choisi pour vous évidemment le moment qui a consacré Valérie Lemercier comme meilleure actrice et qui avait une petite idée de ce qu'elle allait faire de son trophée doré. Mère Grand, c'est comme ça que j'appelle ma mère. Mère Grand, je sais que à cette heure-là tu dors. Je sais aussi que tu ne regardes quasiment jamais la télévision, sauf parfois l'après-midi, une émission de vente aux enchères animée par Sophie Davant qui s'appelle Affaires conclues, dans laquelle j'ai peu de chances de passer pour revendre cet objet. Voilà, Mère Grand, je te remercie de t'être déplacée avec tes tout petits pas pour aller au cinéma, voir Aline. Vous avez regardé cette cérémonie? Non, je ne l'ai pas regardé parce que j'étais resté traumatisé par celle de la précédente, mais je sais que ça s'est bien passé. Celle-là avait plus de tenue. Oui. Et j'ai quand même vu la très belle lettre de Xavier Dolan. Ouais. C'était magnifique, ça. Hommage à Gaspard Ulliel. Magnifique, un français parfait, une émotion incroyable, très bien. C'était l'opposé. Catastrophe d'audience. Hein, oui, ça n'a pas du tout fonctionné. Non, ça c'est pas grave. Non. Il restera des images et on s'en souviendra. Voilà, on se souvient que vous avez été exploitant de salles de cinéma. Moi j'ai même présenté les Césars autrefois, oui. à 2 reprises. Voilà. Bon. Alors, on va parler de ce livre, 1938, L'œil du cyclone, qui est paru aux éditions XO. Je le rappelle, ce livre vient tout juste de paraître. Ça veut dire que vous avez travaillé dessus depuis... Comme une prémonition. Mais oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Non, mais moi, le fait d'avoir exercé pendant un certain temps des fonctions... Oui, vous avez été ministre de la Culture. Je ne vous ai pas présenté quand on dit Frédéric Mitterrand. Non, mais quand on dit Frédéric Mitterrand, est-ce qu'on a besoin de préciser que vous avez été journaliste, producteur, pas. Tout va bien, ministre de la Culture? Tout va bien. Mais j'ai pu voir la difficulté d'exercer le pouvoir, la complication, et ça m'a fait réfléchir aux raisons pour lesquelles ces difficultés étaient telles avant la guerre que la France n'a pas pu se ressaisir à temps. Elle s'est ressaisie, contrairement à ce qu'on dit, dans la mesure où l'année qui a précédé la guerre, la France s'est réarmée, s'est remise au travail, s'est préparée, mais c'était trop tard. Il y a une autre chose qui est très intéressante avec cette période, c'est le fait qu'il y avait en fait un bloc hostile. C'était pas simplement l'Allemagne, il y avait l'Italie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent en Italie aussi. Il y a l'Italie, l'Angleterre. Enfin, c'est encore une fois, le livre se passe sur 3 jours. Sur toute l'Europe. Mais sur toute l'Europe. Oui. Donc les 3 jours, c'est la visite insensée de Ribbentrop, qui était quand même le chien courant de Hitler, qui 3 mois avant Munich et 6 mois avant la guerre vient à Paris pour signer un traité de bon voisinage. C'est incroyable. Voilà. Et c'était un événement historique qui était passé quasiment inaperçu. Or, en fait, il a été filmé, il y a beaucoup d'images, et en quelque sorte, c'est le moment, c'est l'abcès de fixation, en quelque sorte, de toutes les lâchetés, du déni, de ceux qui sont courageux, de ceux qui se rendent compte, parce qu'il y en a, qui sont courageux, qui se rendent compte. Et d'ailleurs, n'y voyez aucun effet de propagande de ma part, mais c'est un livre qui rend assez gaulliste. Oui. Parce qu'on s'aperçoit que parmi le petit nombre de ceux qui disaient que tout ça c'était une forfaiture et que c'était impossible de continuer dans cette voie-là, il y avait ce colonel de tank à Metz qui, contrairement à ce qu'on a dit ensuite et à la légende gaulliste qu'il a contribué à forger, n'était pas si seul que ça. Oui, ça j'ai découvert ça. Il était très écouté. Très écouté, très lu et très détesté absolument. À cause de ça. Ouais. Par l'état-major. Donc il n'était pas tout seul. Hein. Non, il n'était pas tout seul. C'est une chose qu'on découvre, enfin que moi j'ai découvert. Reynaud, qui était l'autre poids lourd de la politique avec Daladier à cette époque-là, Reynaud l'avait pris sous sa protection. À tel point que pendant la débâcle en 40, il y a eu cette semaine invraisemblable où au gouvernement, il y avait à la fois Pétain et De Gaulle. Oui, pendant une semaine. Ouais. Mais c'était beaucoup trop tard. C'est toujours trop tard. Et c'est tout le problème des démocraties, qui ont toujours un retard à l'allumage. Tandis que les dictateurs ont un autre coup d'avance. Oui, ils ont un autre logiciel. Ils ont un autre scénario. Ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ils ont un autre scénario. Oui, Gilles. Moi, je voulais vous demander, en fait, on entend beaucoup l'adjectif fou pour ces dictateurs. Est-ce que en 38, certains étaient fous et il y avait de la folie, ou c'est simplement
simplement un ego différent. Comment vous analysez ce mot fou pour Poutine? Il faudrait analyser le mot fou. Ouais. Non, ils ont un logiciel différent. C'est-à-dire que ils sont ce qu'on en parlait tout à l'heure. Poutine il fonctionne encore avec les principes de la guerre froide, voire même de la guerre d'avant, de la guerre de 39-45. Et fou. Oui, fou d'une certaine manière, puisqu'ils veulent forcer l'histoire, ils veulent forcer la réalité. Le fait d'avoir dit qu'il était paranoïaque correspond plus peut-être à la réalité, c'est-à-dire plier le monde à ses fantasmes. Ouais. Mais quel a été le point de départ du livre quand Frédéric Mitterrand décide de s'attaquer à un livre, de choisir un sujet? Je me passionne toujours pour la question du courage en politique. Ouais. Et j'ai toujours été comme ça. Et donc l'année 38, c'est une réflexion sur une réflexion. Oui. Je parle humblement en disant ça. Ouais. Mais c'est quand même une réflexion sur l'idée du courage. Ouais. Parce que des gens lucides, il y en avait. Ouais. On reparle encore de Daladier, il était lucide. Des gens pourris, il y en avait. Et on pourrait citer un certain nombre de noms. On va d'ailleurs tous les retrouver à Vichy ensuite. Des gens frivoles et inconscients, il y en avait plein. La société parisienne fait fête à Ribbentrop. C'est ça qui est assez fou, parce que vous décrivez cette année où on s'étourdit, où il y a énormément de choses, de chansons, on danse. Oui. Et disons que le sommet, en quelque sorte, c'est la soirée à l'ambassade d'Allemagne où Ribbentrop reçoit le tout Paris. Et puis il y a aussi cette chose, il y a aussi ces cancers qui rongent la société française, notamment l'antisémitisme. L'antisémitisme qui était vraiment bien plus que larvé, et avec une presse épouvantable. Et cette presse épouvantable de 38 fait penser aussi à toutes les dérives qu'on peut connaître dans les réseaux sociaux. Ça, je pensais à ça, bien sûr. Au fait que la diffamation, la calomnie pouvait s'exercer sans frein. Sans condamnation d'aucune sorte. Et donc, et puis regardez le retour du refoulé. Regardez, quand on pense qu'un candidat, pseudo-candidat, nous fait l'éloge de Pétain en expliquant que il a protégé les Juifs, on s'aperçoit à quel point ce passé ne passe pas. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Donc, moi, je suis très très hanté par tout ça. Le fait de m'être approché modestement du fonctionnement du pouvoir, mais d'avoir vu comment ça se passait, d'avoir vu les lenteurs, les difficultés, et puis je me suis toujours intéressé à la politique internationale, j'ai toujours lu, moi j'ai une formation d'historien. Bien sûr. Voilà. Vous avez travaillé longtemps sur ce livre? J'ai mis 2 ans à lire, j'ai une documentation invraisemblable, j'ai beaucoup lu les journaux surtout, de l'époque. Et alors comment on travaille pour nos auditeurs justement? Vous allez à la Bibliothèque nationale? Non, il y a un truc génial, c'est Retro News. Vous trouvez tous les journaux. Très bien. Et donc, vous pouvez lire les journaux, et puis on vous livre des reproductions. Enfin, vous avez les journaux. Voilà. Et alors, que je vous ai dit juste avant que vous n'arriviez, quand vous êtes arrivé plutôt, c'est très cinématographique. En fait, ça pourrait faire un film. Ce livre, il y a des dialogues que vous restituez et qui ont l'air d'être très fidèles. Alors, les dialogues. Au fond, personne ne me les a reprochés. Mais on pourrait dire, mais vous n'étiez pas dans le bureau d'Hitler quand il reçoit François Poncet, et vous n'étiez pas dans les bureaux, vous n'étiez pas chez le pape. Le pape, c'était Pie XI. Et qui était vachement courageux. Qui était beaucoup plus courageux que son successeur, beaucoup plus. Et qui lui était plus lucide aussi. Et il meurt à ce moment-là. On assiste à la mort de Pie XI au moment précis. Enfin, il meurt un mois après, mais il est mourant déjà. Et il reçoit l'ambassadeur de France à l'époque, qui était un homme très, très fin, et il lui confie toutes ses inquiétudes. J'étais pas dans le bureau, c'est vrai. Mais en revanche, j'ai tellement lu de journaux, de mémoires, de confidences de journalistes, que je pense que tout est vrai dans ce mentir vrai. Voilà. C'est du mentir vrai. Mais j'étais vraiment là. Gilles? Moi, je voulais savoir, quand vous regardez les journaux, tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous aviez le nez sur la télévision pour regarder ce qui se passe en Ukraine. Quel est votre sentiment? Quel est mon sentiment sur ce qui se passe en Ukraine? Sur ce que je vois. De la peur, de se dire que finalement les gens, on n'apprend rien du passé,
Si on apprend du passé, on apprend du passé. Celui qui n'a pas appris, c'est sans doute Poutine, qui d'avoir été au KGB pendant 10 ans en Allemagne de l'Est, qui est un pays qui n'était pas aussi dénazifié que l'Allemagne de l'Ouest, et encore, mais où quand même il flottait certainement pas mal de souvenirs de toutes sortes. Ce qu'on apprend, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quand même d'abord une résistance inattendue de la part des Ukrainiens. Il y a une prise de position mondiale. Alors qu'est-ce qu'elle va donner? Est-ce qu'elle sera aussi inefficace que lorsque Hitler a réoccupé la Rhénanie et où le président du Conseil français s'est lancé dans des rodomontades en disant nous n'accepterons jamais que les canons allemands soient à portée de Strasbourg, et puis ensuite il va déposer une réclamation à la SDN qui était l'ancêtre de l'ONU, et finalement aucun résultat. Non, c'est pas ce qui se passe actuellement. Actuellement, c'est tout autre chose. Quand Hitler récupère la Rhénanie, le gouvernement français va à Londres pour dire aux Anglais mais il faut faire quelque chose, et les Anglais disent on fait rien. Voilà. Là, c'est pas ce qui se passe. Là, c'est pas ce qui se passe. Il y a quand même une. Il y a une prise de conscience générale. Oui. Et il n'est pas impossible que les sanctions, qui généralement sont inefficaces. On avait appliqué des sanctions contre Mussolini quand il a attaqué l'Éthiopie. C'était pas des sanctions. Ça ne touchait même pas les approvisionnements en pétrole. Mais là, maintenant, c'est pas impossible que ça soit efficace. Donc, si vous voulez, d'un côté, c'est la même histoire, et de l'autre, c'est plus du tout la même histoire. Et le grand crime mental, plus que, en même temps que moral, de Poutine, c'est de confondre une guerre avec une autre. Oui, et alors, le résultat, quand on confond une guerre avec une autre, c'est que c'est quand même la guerre, qu'il y a des enfants qui meurent dans les rues, qu'il y a des bombardements, qu'il y a des scènes d'épouvante auxquelles on n'était plus du tout habitué en Europe. Ça vous donne pas envie de faire une émission sur l'histoire à la télévision, de revenir il faut leur en parler. Faut leur dire. Vous auriez partant? Oui, j'adorerais, mais bon, pour l'instant, c'est pas. Je les intéresse pas beaucoup. Pourtant, nos auditeurs sont ravis de vous entendre, et encore une fois, c'est un plaisir de lire ce livre où on entend votre voix raconter d'ailleurs il y a un côté cinématographique. D'ailleurs, vous faites référence à Jean Renoir et à la règle du jeu, c'est révélateur et saisissant. Et la phrase de Jean Renoir qui est typique, pourtant j'ai une admiration immense pour Jean Renoir. La phrase de Jean Renoir qui est dans la règle du jeu de dire tout le monde a ses raisons. Tout le monde a ses raisons en 1938. Hitler avait ses raisons. Et Jean Renoir n'était pas nazi pourtant. Mais il y avait de la part d'un homme aussi intelligent, cultivé, fin comme lui, il y avait comme une sorte d'acceptation de la fatalité. Je voudrais dire encore une chose. C'est le 8 mai d'aujourd'hui. Oui, je voudrais dire encore une chose, c'est qu'il faut quand même être très 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 attentif, parce que la prochaine étape c'est Taïwan. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent. Oui, la prochaine étape, c'est Taïwan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il pense qu'il peut mettre la main sur l'Ukraine, l'autre pensera qu'il va pouvoir mettre la main sur Taïwan. Et à ce moment-là, on sera encore une étape plus loin dans la catastrophe. Sauf qu'il est pour l'instant un peu tenu en échec. On va en reparler nous tout à l'heure. Je pense qu'il pensait que ce serait beaucoup plus facile. C'est là où, pour vous répondre, c'est là où il y a à la fois similitude et changement. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendent sans doute pas à cette résistance. Vous êtes optimiste ou pessimiste sur la suite? Vous avez... Je suis pessimiste sur la suite, dans la mesure où Poutine ne va pas quitter le pouvoir. Ce qu'il représente ne va pas disparaître. Je suis frappé de voir à quel point, comparé aux années de la guerre froide, qui étaient pourtant des années très cruelles et très difficiles, de voir la force, la puissance des brutes au pouvoir. Poutine, Modi, Xi Jinping, Erdogan, on a eu Trump. Trump qui d'ailleurs... le trouve sympathique, il a dit smart guy, il est malin. C'est fou. C'est fou. On a changé là pour le coup, pour utiliser encore le modèle de logiciel. Et donc ça rend pessimiste. Mais l'optimisme, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont lucides et qui résistent. Qui résistent, et comme ça a été le cas en 38, même si on voit qu'il y avait beaucoup de déni, qu'il y a eu des gens qui voulaient pas voir les choses. Il y a eu Jean Zay qui a refait l'éducation nationale, il y a eu Mandel qui voulait résister, il y a eu des gens comme ça.
L'œil du cyclone 1938, c'est paru aux éditions IXO. C'est vraiment un moment, vous passerez un moment formidable parce qu'à la fois il y a votre talent de conteur, il y a votre talent d'écrivain, il y a tout ce travail historique que vous avez fait et on découvre ces 3 jours complètement dingues quand même où Ribbentrop était venu. Effectivement, ça fait penser un peu à Emmanuel Macron qui parle avec Poutine en disant en gros on s'entend, on se comprend et là c'était un traité d'amitié quasiment. Mais j'irai pas jusque là parce que je trouve que Macron a eu raison d'aller à Moscou. Non, mais il faut parler aux preneurs d'otages avant d'essayer de les combattre. Il faut toujours essayer de parler quand même. Merci beaucoup Frédéric Mitterrand d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. 1938, l'œil du cyclone aux éditions IXO. On va continuer à parler de la Russie et de l'Ukraine dans un instant avec Cyril Brett qui est un spécialiste de la question. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie